J'ai des femmes qui viennent à mon cabinet, au bout de X années de détresse, X années de violence, qui me disent encore « mais je l'aime, j'espère toujours qu'il va changer ». Et moi je dis non, il ne changera jamais. Elles reviennent, elles repartent dans mon cabinet. Le dossier n'est pas bien loin, 1 an après elles reviennent, voire plus quelquefois, mais elles reviennent. Est-ce que certains dossiers, certaines histoires t'ont marqué à vie ? C'est l'histoire de Jacqueline Sauvage, parce que c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, qui est plus de ce monde aujourd'hui et qui m'a marqué humainement. Jacqueline Sauvage a tué son mari de 3 coups de fusil parce que celui-ci lui avait fait vivre vraiment des violences toute sa vie. Le succès, c'est pas rouler dans une Bentley pour moi. Le succès, c'est pas forcément avoir des millions. Le succès, c'est le sens que tu as donné à ta vie. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Et je suis plus heureuse d'avoir permis à des enfants d'échapper à ce tortionnaire, à des femmes d'échapper aussi à ce monstre. Et c'est ça mon succès. Donc on n'obtient pas dans une carrière d'avocat des grâces présidentielles souvent. Je peux aujourd'hui me dire, dans mon métier, j'ai obtenu une grâce présidentielle. Alors, maître Janine Bonajunta, vous me dites si j'écorche votre nom, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, vous êtes spécialisée donc dans les violences conjugales et intrafamiliales. Vous avez notamment été connue suite à l'affaire Jacqueline Sauvage, si vous n'avez jamais véritablement cherché vous-même la médiatisation. Bienvenue. Alors, je crois comprendre que ce n'est pas le premier podcast que vous faites et vous me disiez juste avant l'interview que vous allez vous-même lancer votre podcast, c'est ça ? Tout à fait, qui s'appellera Les Survivantes, en fait. Et donc, ça sera avec vos clientes ? Alors, certaines fois, oui. D'autres fois, avec des psychologues spécialisés effectivement, dans les violences, dans les problématiques comme la perversion narcissique, les rapports toxiques dans un couple, des psychologues, des psychanalystes. Et j'espère qu'on aura aussi peut-être un juge, un magistrat qui viendra aussi nous donner un petit peu un éclairage sur ce genre d'affaires, comment il les aborde et comment il les résout. Bon, bah, on suivra ça, on vous mettra en description donc le lien du podcast. Donc il y a un premier épisode qui est déjà disponible, hein, c'est ça ? Absolument. Ok. Alors, comme on en parlait un peu avant l'interview, voilà, si vous êtes d'accord pour qu'on se tutoie, voilà, on va faire comme ça. Tout à fait. Et je m'excuse d'avance s'il y en a qu'on écorche un peu, parce que c'est pas l'usage dans le métier, mais c'est vrai que nous, on aime bien dans ce podcast-là tutoyer les gens. Autre chose, voilà, pour préciser, moi je suis très heureux de te recevoir, Janine, parce que dans ce podcast Métier de rêve, on essaye de redéfinir ensemble un peu ce que c'est le succès. Voilà, et toi, on va le voir dans ton parcours, tu as un succès qui, en tout cas, avant d'être médiatisé, qui est un peu dans l'ombre, dans le silence, mais ça ne veut pas dire ne pas avoir énormément d'impact sur la société, aider des personnes qui sont vraiment dans une situation de détresse, d'urgence. Voilà, et j'ai envie qu'on creuse là-dessus, et j'espère que ça suscitera chez certains ou chez certaines des vocations. J'espère aussi. Merci de me recevoir, Marc. Avec grand plaisir. Alors pour commencer, déjà, Janine, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel cadre familial, dans quel environnement tu as grandi ? Alors, mon environnement, je suis corse d'origine, avec des parents corses tous les deux, des grands-parents aussi corses tous les deux. Donc ça monte à plusieurs générations, vraiment pure corse, qui est encore très rare. Et moi, donc j'ai un quart corse. Moi, je ne sais pas si tu avais remarqué le grand nez, mais voilà, pour information, je suis pas loin de Calvi, dans un petit village qui s'appelle Lumio. Ça te parle, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc... une enfance qui débute au Maroc, puisque je nais au Maroc, donc avec des couleurs, avec de la gaieté. Enfin, j'ai toujours été une petite fille gaie, fille unique, très gâtée, bien sûr, très choyée, mais aussi très dirigée, on va dire, quand j'ai commencé à grandir. Donc, du Maroc, je reviens en Corse quelques années, et je repars avec mes parents à Paris. Donc, j'ai grandi à Paris. Je me sens très parisienne aussi. Tes parents faisaient quoi ? Alors, mon père était fonctionnaire dans les impôts et ma mère était femme au foyer. Donc, très disponible pour moi, très à l'écoute, peut-être trop à l'écoute. Et dans ce milieu corse, une femme n'a pas souvent la parole. Okay. Donc, elle était là pour me le rappeler. Ne dis pas tout, attention à ce que tu vas dire. Quand on allait dans des fêtes ou quand on allait chez des amis... En fait, j'étais quand même assez contrôlée, on va dire. Donc, je ne m'exprimais pas, ou très peu. Donc, j'étais la bonne petite fille sage, qui travaillait bien, qui était tout à fait polie. Enfin, j'avais tous les feux, les feux verts pour correspondre à ce qu'on attend d'une femme, surtout en Corse. Mais en même temps, il y avait ce côté contradictoire. Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu aies ton métier, il faut que tu travailles, il faut que...
que tu réussisses par toi-même. Ce qui était un peu contradictoire, parce qu'à l'époque, finalement, on cherchait plutôt à ce qu'une femme trouve un bon mari. J'avais beaucoup de copines qui ont pris ce chemin, même dès qu'elles ont débuté à la fac, avec moi. Donc ta mère était assez avant-gardiste dans son éducation, c'est-à-dire qu'à la fois elle t'apprenait les valeurs de la société dans laquelle tu vivais, mais elle voyait ce que la société allait devenir demain. Absolument. Et elle te prédisposait à ça, quoi. Alors j'ai eu toujours des valeurs extrêmement vraies, extrêmement importantes, comme le travail, comme le respect de l'autre, comme l'attention à l'autre, mais en même temps, pas forcément toute la liberté dont j'avais besoin. Et j'ai commencé à me la donner un peu toute seule. C'est-à-dire que, par exemple, je voulais aller en boîte de nuit l'été. On me disait non. Et finalement, j'y arrivais. Okay. Donc j'avais déjà ce côté un peu rebelle. Alors, à côté de ça, mon père m'attendait à la sortie ou mon père m'accompagnait, par exemple, avec mes copines. Donc il y avait une semi-liberté, mais j'arrivais à me projeter quand même dans l'avenir en disant... Moi, j'ai envie de réussir à faire les choses dont j'ai envie, vraiment. Et je n'ai pas besoin toujours de l'assentiment des autres. Tu décris assez bien les valeurs qu'on t'a transmises et voilà la perception que tu avais à ce moment-là et les choses qui étaient importantes pour toi. Mais est-ce qu'à ce moment, tu avais déjà le sens de la justice, de la protection des autres, ou est-ce que ça t'est venu après ? Oui, toujours, j'ai eu le sens de la justice parce que, par exemple, quand... deux copines se tapaient dessus et qu'une saignait du nez, j'allais vers elle spontanément et non pas vers l'autre, en lui disant qu'est-ce que je peux faire, voilà un mouchoir, voilà quelque chose, je l'aidais à se relever, etc. Donc j'ai toujours peu supporté les gens qui souffraient à cause de quelqu'un. Vraiment. C'était assez viscéral chez moi. Je n'avais pas envie que les gens souffrent, comme les petits-enfants qui pleurent. Par exemple, j'avais été témoin d'une mère qui frappait son enfant dans un magasin et j'étais outrée. Et moi, je ne pouvais rien faire du haut de mes 10 ans ou du haut de mes 9 ans. Mais j'avais qu'une envie que quelqu'un intervienne, parce que ce n'était pas possible de se comporter de cette manière en public. Tout ça parce qu'un enfant avait fait peut-être une bêtise, mais pas au point d'être battu à ce point-là. Les amis, avant de continuer le podcast, j'aimerais vous parler du nouveau partenaire de la chaîne qu'on remercie chaudement, Hostinger. Aujourd'hui, la toute première étape pour lancer son business, c'est d'avoir une landing page et c'est là que Hostinger intervient. En gros, Hostinger, c'est une solution tout en un pour créer un site web et intégrer toutes les fonctionnalités dont tu vas avoir besoin. Tu peux tout faire en no-code, c'est-à-dire que tu peux créer un site web incroyable sans rien connaître en programmation. Tu peux même choisir entre deux façons de créer ton site web. Glisser et déposer les éléments que tu veux, ou alors tu peux utiliser leur nouvel outil IA, Hostinger Horizon. Il te suffit d'écrire un prompt, par exemple, je veux un site professionnel avec un formulaire de contact et une page pour montrer mon portfolio. Et l'IA va générer automatiquement ton site complet. Design, page, texte, image, tout. Et ensuite, tu peux demander à l'IA de modifier comme tu veux. Une fois que ça c'est fait, tu as juste à appuyer sur publier pour le mettre en ligne. Tout est pris en charge. Hébergement, nom de domaine et même les emails pro. En vrai, si tu n'as pas des heures à passer à la création de ton site, c'est l'outil parfait. Alors, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% avec mon code promo JOCARIS. J'ai évidemment testé le tool avant de vous en parler et j'ai été très agréablement surpris du résultat. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et je vous laisse tout de suite revenir à l'épisode du jour de Métier de Rêve. Encore merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et on revient tout de suite sur l'épisode Métier de Rêve. Et ta première réaction quand tu es témoin d'une injustice, c'est plus d'aider la victime, de punir le coupable, c'est autre chose ? C'est plutôt d'aider la victime. D'accord. Vraiment, oui. D'aider la victime et que le coupable, finalement, on le montre du doigt en disant ça n'est pas bien ce que tu fais. Et que quelqu'un le montre du doigt parce que je trouve que c'est inconcevable de se comporter de cette manière. Est-ce que tu te rappelles, à l'époque, quand tu avais 17-18 ans, voilà, ce qui est l'âge aussi de certains de nos auditeurs, comment tu voyais les choses, comment tu définissais le succès, qu'est-ce que tu te voyais faire de ta vie à ce moment-là ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que moi, dès l'âge de 14 ans, je ne sais pas, parce que j'ai dû voir une série télévisée d'une avocate qui avait le rôle principal, et j'ai dit, mais c'est génial ce métier, c'est extraordinaire. Elle bougeait dans tous les sens, elle fonçait, elle parlait fort, elle parlait moins fort parfois, elle aidait les gens, et je me suis dit, c'est génial. Mais, en quelque sorte, j'étais trop timide à l'époque pour me projeter dans ce métier. Mais quand même, au fond de moi, j'admirais ce métier.
Petit à petit, j'en parlais à mes amis autour de moi qui me disaient « Mais non, tu es trop timide, on te voit prof, on te voit institutrice, enfin des métiers dédiés aux femmes, quoi, en quelque sorte. » Et moi, je disais « Non, elles ont tort parce que je vais essayer, etc. » Donc, dès le départ, après le bac, je savais ce que je voulais faire. Donc ça, c'est une grande chance. J'ai pas tâtonné, on va dire. Je me suis pas dit, je vais devenir architecte, je vais devenir avocat, je vais devenir décoratrice. Non, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Dans un premier temps, mes parents étaient un peu contre en disant c'est pas un métier d'homme, c'est plutôt un métier d'homme et c'est pas un métier de femme, m'ont-ils dit. Moi, je comprenais pas trop. C'est vrai ou pas ? Il y a beaucoup plus. Maintenant, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ouais, mais effectivement, il y a quelques années, il y avait beaucoup plus d'hommes. Et avec le machisme ambiant, etc., on vous faisait sentir que vous étiez une femme, donc ça va. Hein, il ne faut pas trop la ramener, etc. Et puis après, j'ai eu des figures de femmes, comme Gisèle Halimi, qui était une femme et qui parlait, et une femme qui se défendait, et une femme qui savait s'exprimer. J'étais tellement admirative de ses mots, de son combat. Donc, je me suis dit, c'est pas impossible. Mais il fallait effectivement vouloir jusqu'au bout, parce que ce sont des études qui sont pas faciles, ce sont des études qui demandent de l'abnégation quand même. Je sais que mes copains partaient, pour certains en vacances, moi non, puisque je révisais des examens, ou je me préparais à un examen. Enfin, donc, il faut le vouloir. C'est une évidence, mais comme tous les métiers et comme toutes les études, je dirais. Il n'y en a pas de plus facile que d'autres. Donc ça, c'était le premier point. Et ensuite, j'avais tellement la pression de mes parents qui me disaient « mais ça n'est pas un métier sécure ». Mon père surtout, qui avait été fonctionnaire, me dit, et qui avait de la famille qui était fonctionnaire, ou dans les professorats, ou dans les instituteurs, etc. Et j'ai dit, je vais passer le concours de la magistrature, comme ça, voilà, il va se taire. Et je le prépare sans vraiment le préparer, et bien évidemment, je ne l'ai pas. Je ne passe pas toutes les épreuves, je crois, enfin bref. Donc, il comprend que finalement, c'est ma vocation d'être avocat, donc vas-y, sois avocat. Dans les premiers temps, j'ai de la chance parce que je trouve un maître de stage, après mes années d'études, il y a une école d'avocats aussi que l'on fait. Et ça se passait très bien. Il n'y en avait pas beaucoup. Et on avait vraiment une très bonne ambiance au sein du groupe. Donc, j'étais très contente. J'ai un maître de stage, pour commencer, qui est quelqu'un de très paternaliste. Un peu macho, mais paternaliste quand même. Ma petite fille, moi, etc. Mais qui m'apprend des choses. Qui m'apprend des choses, pourquoi ? Tout simplement, je ne suis pas dans une cage dorée. Je suis quelqu'un qui l'envoie au travail. Par exemple, le matin, je pars faire une audience, assez loin de Paris. Je reviens, je crois que ma journée se termine. Il est 16h, il me dit « Ah, ça tombe bien, vous allez aller au palais, voir tel juge d'instruction et vous allez refaire ça et ça. » Et je ne rechignais pas. Et à chaque fois, j'y allais. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui de tous les collaborateurs que j'ai eus. Donc, ce qui m'a permis aussi de progresser, parce que j'étais dans un cabinet de généralistes, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement plusieurs matières dont il s'occupait, à savoir, ça pouvait être du droit immobilier, donc ça veut dire que je peux monter sur un toit pour voir une fissure, avec des experts, ce que j'ai fait. Je montais les échelles. Je peux faire du pénal, je peux faire du divorce, et je peux faire des baux commerciaux et du prud'homme. Donc, une panel de domaines d'activités complètement intense. Et ensuite, ce qui m'a permis de me rendre compte de ce que j'aimais plus ou moins. Voilà comment j'ai débuté. Donc, dans des conditions plutôt optimales, mais en même temps de travail. Et ça ne me gênait pas, puisque j'avais toujours été habituée à travailler. La valeur que j'ai eue essentielle, c'est le travail. Au bout de quelques années, je décide de voler de mes propres ailes, non pas parce que je le décide du jour au lendemain, mais parce que je commence à avoir des dossiers personnels. Et ce sont les clients qui vous choisissent. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu avoir des sans-papiers qui viennent me voir en me disant, voilà, je vais m'occuper de droit des étrangers. Pas du tout. J'ai des sociétés qui, petit à petit, viennent à moi en me disant, voilà, j'ai un problème dans ma société,
il faut le résoudre. Donc je commence, ça peut être des sociétés, des fabricants de piscines, des fabricants de rideaux, j'ai tout eu, de toutes les sociétés possibles. Et quand même, il y a des blocages. J'ai mes sociétés qui m'envoient d'autres copains à eux, etc. Mais ça bloquait de temps en temps. Vous allez venir avec moi voir un banquier, mais je préférais que ce soit un homme. D'accord. Vous allez me représenter, oui, mais bon, j'aurais préféré un homme. Puis vous êtes très jeune. Alors que je n'étais pas forcément très jeune, parce que j'avais été conseil juridique avant d'être avocat. Je m'étais dit, je vais essayer de voir comment ça se passe dans le droit des affaires. Et puis finalement, petit à petit, alors je prenais des affronts. Hein, c'est toujours très difficile de dire non, ou je suis habillée trop court, ou j'ai des cuissardes et ça ne va pas. Donc c'était très, très, très compliqué. Et puis un jour, finalement, je commence à avoir des clients qui me font confiance. Et puis l'âge aidant, ça continue. Donc, je me spécialise, par la force des choses, dans le droit des affaires. Le droit des affaires, c'est large. Donc, je m'occupais de la constitution de société, du conseil de prud'homme, puisqu'il y avait toujours des soucis au sein de la société. Je m'occupais aussi du pénal, parce que le gérant avait parfois des problèmes de droit pénal, il y avait des escroqueries, il y avait du blanchiment d'argent. Donc j'ai commencé un petit peu à toucher à ça, mais je connaissais le problème. Un autre divorcé, donc je m'en occupais aussi. Donc j'étais plutôt ce qu'on peut dire généraliste, mais à tendance droit commercial. Donc je fréquentais surtout le tribunal de commerce, la cour d'appel, le conseil des prud'hommes. Et de temps en temps, le pénal, et de temps en temps, le droit de la famille. Et voilà un petit peu comment ma carrière a commencé. Au bout de quelques années, cependant, je m'essouffle. Je m'essouffle parce que ça ne me satisfait pas. De voir des chiffres, de voir des gros bras, des entrepreneurs qui travaillent dans le bâtiment, qui était plutôt sympathique, mais en fait, je m'épanouissais pas, quoi. Il fallait que le matin, j'aille avec eux, on se réunissait tous. Bon, c'était pas forcément ce que j'attendais de ce métier. Alors que tu gagnes plutôt bien ta vie à ce moment-là ? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, j'ai pas de soucis. Alors, bien sûr, une société... on a moins de scrupules à demander des honoraires, puisqu'on sait qu'elle fonctionne bien. Et puis, ils ont l'habitude, en quelque sorte. Hein. Ils ont affaire à des avocats fiscalistes, ils ont affaire à des notaires. Donc, tout ça se gère plutôt bien. Et puis, vient le temps où je me lasse. Et je me dis, ça n'a pas de sens. Ma vie, finalement, elle sert à quoi ? J'étais toujours sur les routes, j'étais toujours dans l'angoisse de plaire, surtout à mes clients, dans l'angoisse de me mettre en avant, encore plus peut-être que je l'aurais dû, parce qu'il fallait exister, parce qu'il fallait briller, parce qu'il fallait leur plaire. À ce moment-là, tu sens toujours le plafond du fait d'être une femme dans la perception qu'ont les clients ? Oui, toujours. D'accord. Ah, mais complètement. Je sens que être femme, soit c'est le sujet de moquerie gentil, hein, mais... je pensais que vous alliez arriver en jupe en cuir aujourd'hui. Ou je pensais que... C'est les clients qui te disent ça ? Oui. C'est les juges ? Non, le client. Parce que le juge, heureusement, on a une robe qui fait écran. Donc, il faut tenir sur les moqueries un peu sexistes comme ça. Bon. Et puis, les clients aussi, quand on est jeune et quand on est plutôt mignonne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les clients, parfois, finalement, dérapent. En disant, ça serait bien si on dînait ce soir, ça serait bien si on allait ensemble à l'audience, dans la voiture. Et là, il y a des ambiguïtés. Et à partir du moment où il y a des ambiguïtés et qu'on ne veut pas, à ce moment-là, on n'a plus les dossiers. Il y a ça aussi comme difficulté. Parce que les dossiers, il faut les avoir. En fait, on est commerçant. Et commerçant, ça ne vous oblige pas à aller jusqu'au dîner et plus encore. Donc, à partir de là, c'est là où je me rends compte qu'il y a des problèmes. Et je me dis, j'en ai assez de toujours tourner dans les droits des affaires, etc. J'avais même envie d'arrêter ce métier.
j'ai tellement envie d'arrêter que tout le monde me dissuade, bien sûr, en disant c'est pas possible. Je dis ah si, je suis prête à tout, même à avoir un gîte, garder mon gîte, etc. Enfin, on me dit c'est n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Et je dis en tous les cas, je sais que j'ai besoin d'autre chose. Donc qu'est-ce que je fais ? Je rencontre une femme qui était coach et son attitude, son langage, etc. me séduisent. Et je lui dis mais qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Elle me dit mais là je suis coach, j'ai fait 2 ans à tel endroit, etc. Je lui dis ok, vous me donnez l'adresse. Et elle me dit non, je ne vais pas vous donner l'adresse, il y a mieux, je vais vous donner une autre adresse. Et donc je contacte ces personnes, cette école de coaching, et j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'apporter un sens à ma vie, en tous les cas de mieux me connaître déjà, mieux me connaître. Donc je fais effectivement une analyse, je fais des épisodes de départ. Alors je pars à Madrid, dans la forêt de Madrid, pour avoir effectivement des aides de psy, des aides en groupe, et je m'éveille à autre chose. Je m'éveille à l'humain. Je m'éveille à l'homme, la femme. Je m'éveille à autre chose que ce que j'ai connu. Je ne suis plus une machine. J'ai envie d'apprendre et j'ai envie de comprendre. Et j'ai envie de pleurer parfois quand je ne suis pas bien. J'ai envie d'être gaie parfois. Je m'autorise plein de choses. Et je sors de là un peu ébranlée. Je fais pas mal de séjours de développement personnel tout en ayant mon cabinet. Mais en fait, ça ne me plaît plus. Ça me plaît encore moins. Et bizarrement, une rencontre avec une ancienne consoeur que j'avais connue quand j'ai débuté dans le droit immobilier. Je vois cette consoeur et je lui parle en fait de mes incertitudes par rapport au métier, elle aussi. Et on décide, parce qu'une loi sort en 2010 qui reconnaît effectivement la violence psychologique. Et parallèlement, j'ai une amie qui est psy et qui me dit « Mon cabinet ne désemplit pas. Aujourd'hui, je ne vois que des femmes qui sont violentées. » Et là, tout d'un coup, j'ai un déclic. Je me dis, et on se dit, dans la vie, comment on a pu faire pour s'en sortir ? Avec tout le machisme ambiant, avec toutes les moqueries qu'on a eues dans notre métier, alors que nous étions quand même armés, protégés dans la vie familiale, protégés par nos études. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on en a pris partout, dans tous les milieux d'avocats, de magistrats, etc. Comment on a fait pour tenir ? Alors, et surtout, comment font ces femmes pour tenir ? Ces femmes meurtries, ces femmes démunies, ces femmes isolées, ces femmes qui sont affolées complètement, et on les voit. Et moi, j'ai l'idée de dire, et si j'ai parlé pour ces femmes ? Si aujourd'hui, je prenais la parole, tout ce qu'elles n'ont pas le droit de dire, ou qu'elles ne peuvent pas dire, qu'elles ne savent pas dire, moi, j'ai envie de les aider et de parler pour elles. Ce que moi, je n'ai pas forcément eu toujours envie de faire pour moi, ou le courage de faire pour moi. Même quand j'étais mal, même quand j'étais triste, etc. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, maintenant, je vais me consacrer à porter la parole des autres. Parce que porter la mienne, c'est compliqué. Porter la parole des autres, ça ne l'est pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis décidée, parce que très sûre de moi, sur ce plan. Donc je crois qu'il faut écouter, en fait, ce qu'il y a au fond de soi. Parce que ça veut dire quelque chose. Si on s'écoute, ça veut dire qu'on peut. Et j'étais convaincue que je le pouvais. Et voilà comment ce cabinet a été créé. Pour bien comprendre, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop le métier d'avocat, mais par rapport à ce que tu faisais, où tu étais plus une avocate généraliste, voilà, t'occuper ensuite des violences conjugales, c'est un virage à 90 mais complètement. degrés. Ou c'était ça, où je partais et je prenais un hôtel et je gardais un hôtel, ou je ne sais pas ce que j'allais faire, ou décoratrice, peu importe. En tous les cas, c'est un virage aussi important. Et ça m'a sauvée.
Mais en termes de compétences, tu as dû En te termes de reformer, compétences, en termes de compétences, je me rendais compte quand même que quand je faisais, pas à temps plein, mais quand je faisais des divorces conflictuels, quand je m'occupais d'une famille en souffrance, enfin une femme en souffrance, etc., j'avais des capacités. Je me rendais compte que je donnais un plus. Parce que tu avais une meilleure empathie, parce que tu avais vécu Voilà. des choses similaires. Absolument. Okay. Alors, j'avais une meilleure empathie, j'avais le temps avec les gens qui parlaient, je prenais le temps et j'avais des bons résultats. En général, je faisais passer le message assez facilement au juge. Donc, je me suis dit, ça m'apportait, quoi. Je me suis dit, peut-être que je vais aimer davantage. Et autre avantage, c'est que tu avais des clients qui étaient des femmes essentiellement, donc tu subissais plus ces manques de respect. Alors, il y a ça aussi, quoique, parce que c'est pas toujours aussi simple, hein, ouais. comme tous les métiers. Dans tous les métiers, il y a des zones d'ombre. Alors, les femmes, je les avais pas, déjà. Je monte ce cabinet sans avoir une seule femme. D'accord. C'est-à-dire que on part de zéro, en ayant toujours mon côté droit des affaires, que je garde bien évidemment. Donc tu continues un peu avec tes anciens clients. Je suis bien obligée pour vivre. Oui, bien sûr. Mais petit à petit, le site est monté, tout le monde nous dissuade. Alors évidemment, la famille, la première, en disant c'est n'importe quoi. Et surtout les amis, et surtout les confrères. Mais c'est n'importe quoi, toutes ces femmes qui souffrent. Mais c'est impossible, elles ne viendront jamais. Elles restent dans l'ombre, elles restent dans le silence. Il ne faut pas qu'on sache ce qu'elles vivent. Donc votre cabinet, il est voué à l'échec. Bon, ok, on verra. Et on continue. Et on continue, ce site se met en place et les appels commencent. Assez vite ? Très vite. Ouais. Très vite, en disant je veux vous voir, je veux un rendez-vous. Et à partir de là, moi je continue à me spécialiser. Moi je continue à faire tous les colloques avec des psychiatres, avec des psychologues. Je vois en tête-à-tête des psys. Donc formation. Pour mieux comprendre, pour mieux évaluer jusqu'où peut aller une souffrance, comment l'arrêter, ou en tous les cas, comment elles le vivent, ne pas les juger, etc. Donc tout ça, finalement, j'en avais besoin avant de commencer. Et puis ça va très vite, et ça va d'autant plus vite qu'au bout d'un an, il y a un appel téléphonique d'un référent d'une femme qui était dans un foyer et dont il s'occupait. Et ce monsieur appelle un jeune homme qui nous dit « Écoutez, voilà, je m'occupe d'une femme qui a tué son mari. Et je voudrais savoir si ça rentre dans vos cordes. Aujourd'hui, elle a un avocat. Elle va passer aux assises. Mais je ne sais pas si vous la prendrez ou pas. Pour moi, c'est un problème de couple et non pas seulement de meurtre ou d'assassinat. Est-ce que vous vous en occupez ?» Moi, je dis oui tout de suite. Je dis absolument, ça correspond exactement. Il m'explique un petit peu son histoire. Exactement à ce que je veux faire. Elle a été massacrée pendant des années. Première affaire retentissante. Massacrée pendant des années. Avec un mari qui l'a prostituée. Avec un mari avec lequel elle avait eu 3 enfants. Et je dis, il faut la sauver, cette femme. Cette femme ne mérite pas de passer 20 ans, 30 ans de sa vie en prison. Elle était libre à l'époque, puisqu'elle était sortie au bout de 2 ans d'incarcération. Et ça a été le premier succès. Premier succès, elle a été acquittée. Ça a été le premier succès où il a fallu qu'on démontre dans la plaidoirie qu'il y avait des notions de psychologie qui devaient être mises en avant. Il fallait mettre le projecteur là-dessus. On ne tue pas son mari, on ne tue pas ses enfants. Si on les tue, il y a des explications à cela. Et on a fait le déroulé, en fait, de la compréhension des choses, pour mieux la comprendre. Personne ne l'avait aidée jusque-là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle en est arrivée là. Donc, quand tu dis qu'elle a été acquittée, c'est-à-dire que le juge a estimé que ce qu'elle a vécu avant, les persécutions qu'elle a vécues avant, justifiaient son acte de désespoir de tuer son mari. Alors, on avait un avantage, c'est qu'en fait, ça a été considéré comme de la légitime défense. D'accord.
parce que elle avait parlé de la séparation avec son mari ce soir-là. Et lui se trouvait dans la cuisine. Il se trouve toujours dans la cuisine. Comme par hasard, les drames se font toujours dans la cuisine. Et il l'a bloqué, il a essayé de l'étrangler. Et il l'a mis sur la table de la cuisine. Et à ce moment-là, il y avait un couteau qui était pas loin. Elle a pris le couteau et elle l'a tué à la gorge. Et en fait, toutes les explications, on avait vu l'avocat général avant, qui finalement était assez d'accord avec nous et qui nous a aidés à obtenir cette décision. Et ça a été le premier coup médiatique. Donc 1 an après, à peine, même pas, je crois, on a eu cette décision. Ce qui fait que, médiatisée comme elle l'a été, les femmes sont venues vers nous. Pas toutes parce qu'elles avaient tué leur mari, mais toutes parce qu'elles avaient été violentées par leur mari. Il y a eu des hommes aussi, mais très peu au départ. Il y en a un peu plus maintenant. Des hommes qui sont violentés par leurs femmes. Absolument. Il y en a aussi. Absolument. Il ne faut pas l'oublier parce que souvent, quand je fais des interviews, etc., je sais pas que je les oublie, mais je généralise parce qu'il y a 90% ou 85% des femmes qui viennent me voir. Donc je dis toujours les femmes victimes, mais effectivement, il y a aussi des hommes qui vivent des violences très, très sournoises, parfois psychologiques, économiques, qui sont aussi importantes. Alors justement, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par violence ? C'est pas forcément juste physique. Qu'est-ce que ça peut être les formes de violence des clients qui viennent te voir ? Qu'est-ce qu'ils ont subi ? Alors, les formes de violence, c'est pas seulement physique. Physique, les clientes me disent la chose suivante. Physique, on a mal, on cicatrise, et après, ça part. Alors que les violences psychologiques, ça nous poursuit. Les violences psychologiques nous détruisent encore plus. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a semé pendant des années, en disant, en nous dénigrant, en nous humiliant, en nous disant qu'on est tellement bêtes qu'heureusement qu'on les a rencontrés, sinon on finirait sous les ponts, ces violences-là, on les oublie jamais. Elles s'incrustent en nous. En fait, elles font partie de nous, au point qu'on est désemparés. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas partis, parce qu'ils nous font tellement comprendre que nous ne sommes rien. Avec des mots extrêmement cruels, avec des mots très, très durs, qui font qu'aujourd'hui, on se dit, mais moi, heureusement que je l'ai trouvé. Et elles disent toutes que les violences psychologiques, c'est terrible. De toute façon, généralement, les violences psychologiques amènent à les violences physiques. Mais tout ce qu'elles vivent pendant des années de violences psychologiques, ça les marque, mais vraiment pour la vie. Au point d'avoir des dépressions, au point de perdre beaucoup de kilos, au point d'avoir des maladies. Les conséquences sont très graves. Elles peuvent avoir des maladies de cœur, elles peuvent avoir des maladies respiratoires. C'est très impactant. Et comment on se rend compte qu'on est victime d'une violence psychologique ? Parce que parfois, on est dominé par quelqu'un depuis tellement longtemps qu'on se dit, bon, c'est normal, c'est comme ça, il est peut-être un peu colérique ou quoi. Comment, je sais pas, une femme peut se dire, ah mais là, en fait, ça fait des années que je subis une violence psychologique. Alors, c'est toute la difficulté, car elles ne le savent pas tout de suite. Elles ne se rendent pas compte tout de suite. D'autant qu'il y a tout un système et tout un cercle. Les violences psychologiques ne se font pas du jour au lendemain, et les violences physiques encore moins. Donc, c'est tout un système qui est toujours le même. C'est comme un cercle. Il débute par une rencontre idyllique, mieux que jamais. L'homme dont j'ai toujours rêvé, ou la femme dont j'ai toujours rêvé, le prince charmant, dans toute sa splendeur. Donc, on est complètement ému. Très rapidement, le mariage se fait, parce que généralement, il demande très vite en mariage, un enfant, etc., pour attraper, pour choper, quoi. Ces femmes, elles sont toutes en confiance, puisqu'il y a eu des cadeaux, il y a eu des voyages, il y a eu des mots doux, il y a eu des mots tendres, c'est toi que j'attendais, tu aimes le jazz, j'aime le jazz, tu aimes l'Asie, j'aime l'Asie, ce qui est totalement faux. On le verra par la suite. Et puis ces femmes, petit à petit, vont commencer à ne plus rien comprendre, parce qu'il y aura des bouderies, il y aura des gestes brusques, il y aura des mots durs envers l'autre. C'est ta faute. Et puis, elles ne comprendront pas, elles lui poseront des questions, ils diront « c'est ton attitude qui fait que j'ai cette attitude ». Donc elles diront « c'est à cause de moi que tout s'écroule. Il était tellement formidable » ou « elle était tellement formidable ». Et puis avec le temps,
Quand il sent qu'il va un peu trop loin et que l'autre réagit, il va faire des cadeaux, il va s'excuser, il va demander pardon. Mais au fil du temps, il demandera moins pardon. Et plus pardon du tout. Puis il y aura la première gifle. Il dira, mais je suis énervé, j'ai des problèmes au boulot. Et puis toi aussi, regarde le désordre que tu as mis aujourd'hui, ça m'a irrité. Faut que tu fasses attention. Et puis pourquoi tu travailles autant? Moi, j'aimerais mieux une femme à la maison. Donc ça va commencer, l'isolement va commencer. Et puis tes parents, ils sont bêtes, j'ai pas envie de les voir. Et puis tes copines, mais c'est quoi ces copines? Donc, plus de copines, plus de famille, lui seul. Et souvent isolé. Et souvent plus d'emploi parce qu'ils ne veulent pas. Et voilà comment se passe le cycle de la violence. De temps en temps, il y aura des accalmies. Parce qu'il faut bien, sinon elle part à jamais. Il y aura des accalmies, mais ça ne dure pas. Et ça durera de moins en moins. Mais elle ne se rend toujours pas compte. Parce que la fautive, pour cette victime, c'est elle. C'est elle qui a tout gâché. Lui, il était tellement formidable. C'était un prince. Je veux retrouver le prince, donc je m'accroche. Donc je fais ce qu'il veut. Et au bout de quelques années, alors par la lecture ou par les informations, et c'est pour ça que c'est très important la médiatisation, elles vont mieux comprendre. Et pas tout à fait. J'ai des femmes qui viennent à mon cabinet, au bout de X années de détresse, X années de violence, qui me disent encore « mais je l'aime ». J'espère toujours qu'il va changer. Et moi, je dis non, il ne changera jamais. Elles reviennent, elles repartent de mon cabinet. Le dossier n'est pas bien loin. 1 an après, elles reviennent, voire plus quelquefois, mais elles reviennent. Donc, ces violences, alors bien sûr, après, il y a les violences physiques. Là, on est marqué. Là, on peut porter plainte, mais elles ne le feront pas. Encore une fois, pour les épargner, encore une fois, pour cacher, encore une fois, parce qu'elles les aiment. D'autant que c'est souvent le père des enfants. Donc le père des enfants, on essaye de le ménager. On croit qu'on va ménager aussi les enfants, ce qui est faux. Parce que les enfants, ils vivent dans ce climat complètement toxique, ils ne vont jamais être bien. Ils vont tout comprendre, ils vont tout emmagasiner en eux. Et à leur tour, ils vont être des victimes de ce qui se passe. Et puis, pourquoi elles ont le déclic un jour? Souvent grâce aux enfants. Parce que devant les enfants, même une cliente me disait, quand elle donnait le biberon à son enfant, il lui tapait dessus. Et à ce moment-là, elles disent non, là, c'est pas possible. Moi, je supporte tout, mais là, l'enfant ne supportera pas ça. Donc le déclic, il est souvent, c'est le point de départ est l'enfant. Qui les fait sortir de l'isolement, en fait. Elles reprennent conscience, elles se revoient de l'extérieur. Voilà. Après, ça n'est pas gagné, parce que partir, quand on ne travaille pas, par exemple, c'est difficile, même lorsqu'on travaille, pour toutes les raisons que je vous invoque, et notamment l'amour encore. Et puis la famille, elle est loin, et puis elle n'est pas au courant. Donc il va falloir les mettre au courant. Puis les amis, on n'en a plus. Les collègues, on n'en a plus. Ou on leur confie pas ce qui se passe dans le foyer. Donc tout ça fait que ça va être très compliqué, et je peux comprendre. Et puis je peux comprendre aussi qu'on vous dit souvent... elles partent, elles reviennent, elles ne savent pas ce qu'elles font, c'est du grand n'importe quoi. Non, pas quand on travaille sur cette problématique. On sait qu'elles partent, mais qu'elles reviennent. Parce que cet homme, il a la proie qui est là, il a son jouet en quelque sorte, qu'il utilise. Je frappe quand j'ai envie, j'embrasse quand j'ai envie, je fais autre chose quand j'ai envie, donc c'est une aubaine pour lui. Donc il ne la lâche pas comme ça. Donc il va revenir, mais non, je te demande pardon, je ne le referai plus. Donc il va y avoir des allers-retours fréquents. Personne ne peut comprendre. Même la famille dira, je commence à en avoir marre. Mais je suis là pour leur dire, c'est un passage obligé. On parle même, les psys parlent de 7 fois, 7 allers-retours. C'est long, 7 allers-retours, pour les autres. Même pour la victime, bien sûr, mais surtout pour les autres, pour mieux comprendre. Et puis un jour, finalement, il y a le coup de trop. Il peut y avoir la violence sexuelle, qu'elles identifient, parce que parfois, elles ne comprennent pas qu'il s'agit d'un viol. Quand elles commencent à comprendre que ça va trop loin, quand elles commencent à comprendre que les enfants ne peuvent pas vivre dans cette ambiance, soit parce qu'il y a un signalement de la part
des écoles, de la part d'un voisin qui entend les cris. Et à partir du moment où l'enfant est en jeu et qu'un juge des enfants va être désigné, là, les choses changent. Pas tout de suite, mais elles peuvent changer à ce niveau-là. Donc, une question, ce sont des points très difficiles à évaluer, donc il faut prendre le temps, il faut bien les connaître, et ne surtout pas dire à une cliente qui a souffert, surtout pas dire à une cliente qui a été violentée, mais c'est rien, madame, partez, n'en parlez plus, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous allez retrouver... Non, ne pas banaliser les choses. C'est tellement important pour cette femme d'entendre dire « Madame, je vous accompagne, prenez le temps qu'il vous faut, je serai là ». On n'entame pas tout de suite la procédure, on ira étape par étape. Alors justement, c'est la question que je voulais te poser, c'est parfois, voilà, on subit des agressions, des violences, le corps peut se paralyser complètement, on peut être dans le silence, on ne va pas crier au secours, crier à l'aide, tout ça. Comment est-ce que toi, quand tu as un client qui vient te voir, qui a été peut-être traumatisé, mais dans le silence, comment est-ce que tu arrives à appréhender l'ampleur des dégâts chez la personne que tu reçois ? Comment j'évalue déjà par la posture, hein. Quelqu'un d'extrêmement renfermé, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui tremble, quelqu'un qui ne parle pas mais qui parle autrement. Dès qu'on évoque son histoire, parce que moi je demande toujours à ce que l'histoire me soit racontée. Dès la rencontre. C'est le premier rendez-vous avec... Premier rendez-vous, je prends le temps qu'il faut. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que je suis coach certifiée. Donc j'ai appris à dérouler vraiment l'entretien, tranquillement. Je leur dis, on prend le temps qu'il faut. Je demande souvent d'écrire avant de venir me rencontrer, leur histoire. Donc déjà, elles ont repéré un peu les failles, ce qui s'est passé par étapes. Et donc, je veux le dérouler, tant pis, l'histoire est là, elles me l'ont envoyé par mail, mais je veux qu'on me l'explique. La manière dont on s'est rencontrés, la manière dont ça a commencé, la manière dont on a demandé à ma cliente d'arrêter de travailler, comment elle a eu ses enfants, etc. Tout ça est très important pour que je puisse dessiner le profil qui était avec elle, à côté d'elle ou à côté de lui. Et bien évidemment, c'est toujours les mêmes choses. C'est toujours le même processus, toujours le même mode de fonctionnement. Qu'il soit blond, qu'il soit brun, qu'il soit roux, qu'il soit gros, qu'il soit grand, la personnalité est la même. Donc ça, je l'identifie et à partir de là, je sais qu'elle a souffert. Et en 2 mots, ça ressemble à quoi cette personnalité Alors c'est très long à expliquer, mais en fait, c'est quelqu'un, un peu mon cercle de la violence, qui a commencé à être charmant, trop charmant d'ailleurs, bizarrement charmant, tellement c'était bien. Et très vite, avec quelques mois qui se sont déroulés, très vite le mariage, très vite les décisions tout seul, très vite l'autorité, très vite la prise de pouvoir sur l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, dans la relation, elle a rien d'équilibrant, ni d'équilibré. Il y a toujours un dominant, un dominé. Et le dominé, évidemment, c'est la personne qui est en face de moi, parce qu'elle me raconte. Et le dominant, c'était lui. Il fait la loi, en fait, en quelque sorte. Quels sont les différents leviers qui permettent au dominant de dominer le dominé ? Est-ce que c'est une force physique ? Est-ce que c'est le fait d'avoir les rentrées d'argent et que l'autre ne soit pas indépendant financièrement ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Alors, il peut y avoir ça, mais il y a aussi des femmes, des chefs d'entreprise. Lui ne travaille pas et il domine. Ah oui. Bien sûr, c'est d'autres leviers. C'est intellectuel, c'est la force de la manipulation. C'est de la manipulation pure et simple. On donne un peu, on retire, on redonne, et on culpabilise l'autre, et on se pose en victime. Donc, et l'autre ne se rend pas compte parce que elle n'a pas vraiment confiance en elle, quelque part. Qu'elle soit avocate, qu'elle soit psy, qu'elle soit chef d'entreprise, on peut être tout ça. Et en plus, au fond de soi, on peut avoir des fragilités et ne pas avoir confiance en soi totalement. Donc, quand cet homme vous a remarqué, vous a dit que vous étiez la plus belle et que la plus intéressante, la plus intelligente et que finalement, c'était vous la femme de sa vie, elles vont se braquer là-dessus et puis se dire « on m'a jamais dit ça ». Donc, j'ai l'homme de ma vie en face de moi. Je ne peux pas le lâcher.
Même si je supporte des petites choses comme ça, c'est rien par rapport à tout ce qu'il m'a dit un jour. Mais tout ce qu'il lui a dit un jour, il ne reviendra pas aussi facilement. Voilà. En fait, ce sont des femmes en fragilité, c'est clair pour moi. Après, on peut dire, oui, mais moi j'ai été forte et tout. Oui, probablement. Forte dans mon travail, forte dans ma posture. Mais ce sont souvent des femmes, souvent dans l'aide aux autres, qui choisissent. Ils ne vont pas choisir une femme qui, au bout de la première incartade ou la première dispute, va dire, écoute, j'en ai ras-le-bol, tu dégages. Pas du tout. Ce n'est pas ce genre de femme qu'ils veulent. Ils veulent plutôt le côté infirmière. Qu'est-ce que tu as ? J'ai eu une enfance malheureuse. T'inquiète pas, je suis là, on va en parler, etc. Voilà. Ils veulent quand même aussi des femmes bienveillantes, des femmes touchantes, des femmes qui sont touchées par ce qui lui est arrivé. Ils ne vont pas sur n'importe quel terrain. D'accord. Est-ce que dans le sens, alors je comprends que c'est très minoritaire, mais que parfois il y a aussi des hommes qui subissent ça, est-ce que tu pourrais nous raconter, je sais pas, un scénario où c'est un homme qui est victime de violences conjugales ? Alors, mais des hommes, il y en a beaucoup, mais alors c'est plus, je dirais, c'est plus les violences financières ou les violences, on va critiquer sur son rôle d'homme. Oui, t'es nul sexuellement, tu vaux rien, t'es un pauvre type, tu gagnes pas assez d'argent. Voilà, c'est plutôt sur l'argent et le côté sexuel. Mais en même temps, il y a beaucoup de manipulatrices qui vont se faire des virements sur leur compte, voilà, sans qu'ils le sachent. Et puis des manipulatrices qui vont dire oui, j'ai eu une incartade, mais c'est terminé, et qui en fait finalement font venir leur amant, qui n'est autre que le meilleur ami du mari, passer un week-end avec eux. Enfin, il y a toutes sortes de manipulations. Toutes sortes de manipulations. Il y a aussi des femmes qui frappent les hommes. Avec des balais, avec des assiettes jetées à la figure, avec des objets comme les couteaux, etc., lancés à la figure. Il y en a qui ont très peur. Même quand on est un homme, on peut avoir peur. Parce que lui n'a pas envie de se mettre au même niveau. Et d'autant qu'il sait très bien que s'il se met au même niveau, en fait, c'est peut-être aussi ce que l'autre cherche, aller porter plainte. Donc, il faut être très vigilant aussi sur un couple qui commence à dériver. Parce qu'il peut dériver et il peut aussi aboutir à une situation de drame, comme j'en ai vu beaucoup. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il y a des femmes qui n'étaient pas forcément conscientes d'être victimes d'agressions sexuelles au sein du couple. Comment est-ce qu'on définit une agression sexuelle ou un viol dans un couple ? C'est quoi la limite ? C'est-à-dire que longtemps, on a estimé que les relations intimes faisaient partie du devoir conjugal, quoi qu'il arrive, et que de toute façon, la femme n'avait pas droit à la parole. C'est l'obligation d'une femme mariée. Et puis, finalement, on est arrivé à faire comprendre qu'une femme mariée, même mariée, avait le droit de dire non. Et les femmes se rendent compte aujourd'hui, mais il y a peu de temps, qu'elles se laissent faire parfois pour avoir la paix, mais qu'en même temps, elles n'en ont pas envie. Et qu'elles disent « non, j'ai pas envie », mais que finalement, l'homme va passer outre. Et aujourd'hui, le viol conjugal est reconnu. C'est-à-dire qu'une femme qui est forcée, une femme qui dort, une femme qui est violée pendant son sommeil, ou en tous les cas, qui est forcée à faire l'amour pendant son sommeil, c'est plus de l'amour. C'est reconnu depuis quand en France et c'est puni depuis quand 90. D'accord, donc quand même, ok. Mais c'est encore ancré dans les mémoires. On ne tolère pas qu'un homme puisse avoir un refus de la part de sa femme. Voilà. Donc c'est ancestral, là encore. Hein. C'est patriarcal comme vision des choses. Un homme a presque tous les droits. Il avait bien le droit de l'autoriser à avoir un chéquier. Il avait bien le droit de... Bon. Donc, en fait, c'est entré, ça fait pas si longtemps qu'une femme est libre. Et encore aujourd'hui, elle est libre de quoi ? Moi, je vois des femmes qui ont 30 ans, qui ont 25 ans, et on a l'impression qu'on est au 19e siècle, et encore. Donc, qui disent « mon mari l'a dit ». Mon mari m'a dit d'eux. Mon mari m'a dit, par exemple, maintenant on est sur d'autres plans, m'a dit de refaire ma poitrine. J'ai pas du tout envie, mais je le fais. Donc on a encore ce pouvoir de l'homme dans un couple. Je veux plaire à l'autre, je veux plaire à mon mari. Et pourquoi lui,
il plairait pas à sa femme aussi. Parce qu'on ne lui demande pas tout ça. Enfin, je ne pense pas qu'une femme demande... Quoique, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les femmes sont encore, je trouve, trop soumises par rapport à un homme dans une relation inégalitaire. Hein. Si on est d'accord tous les deux pour faire les choses, que ça soit des parties fines, etc., pourquoi pas? Mais le souci, c'est que dans des couples, les femmes ne sont pas d'accord. Elles sont obligées de le faire. Et après, on en arrive à un peu de confiance en soi, peu d'estime de soi, un dégoût de soi, tout simplement, qui finalement, au fil du temps, ne s'arrange pas. Et au bout du temps, font beaucoup de mal psychologiquement, au point de ne pas tenir, quoi, de se dire j'ai envie de me tuer. Moi, j'ai ça aussi. J'avais envie de me tuer, j'avais envie de mourir. Est-ce qu'en France, on fait un petit peu de prévention par rapport à la self-défense, la compréhension du corps? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on peut en faire plus? Est-ce qu'il y a d'autres pays dont on pourrait s'inspirer? Moi, je pense qu'on peut s'inspirer du Canada, on peut s'inspirer de l'Espagne, qui n'est pas si loin. Mais on a commencé à faire des cours de self-défense, on le conseille, etc. Et tant mieux. Mais ça, c'est plutôt en référence avec les violences de rue, peut-être. Parce qu'avec son mari... Est-ce qu'on va commencer à se boxer? C'est toujours pareil. On peut se défendre, mais finalement, se défendre, c'est partir. Je pense que c'est mieux. Que se défendre, on va commencer à se bagarrer, on va commencer à prendre un couteau. Moi, je pense qu'il faut mieux éviter ce genre de violence. Apprendre à se défendre, c'est plutôt pour les violences qui se passent dans la rue avec des inconnus. Avec son mari, je crois qu'il faut accepter d'aller voir des thérapeutes. Il faut accepter... d'essayer de comprendre quelle est la situation, comment s'en sortir, est-ce que je peux m'en sortir un jour, ou est-ce que je dois définitivement tirer la page sur cette histoire? Est-ce qu'il y a de la défense verbale aussi, de savoir mettre la limite? Bien sûr. Voilà, tu ne me parles pas Bien comme sûr. ça. Oui, voilà, Encore, ça, c'est pas acceptable. voilà, encore une fois, c'est un thérapeute qui peut vous aider. Dans mon accompagnement, avant procédure, pendant procédure et après procédure, parce que post-procédure, c'est pas gagné, les violences existent encore. De par ma double casquette, je peux aider. Par exemple, moi j'ai des conseils, tout simples. Quand vous avez ce genre de personnages toxiques qui vous envoient 10 mails par jour, qui vous envoient 10 ou 100 SMS par jour, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout débrancher. Vous ne pouvez pas continuer. Moi, je ne suis pas pour l'échange comme ça quand ça se passe mal, même pendant la procédure. Ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas outillés pour ça. Ce sont les deux professionnels, c'est-à-dire les avocats, les thérapeutes, les coachs éventuellement, qui peuvent vous aider. Mais vous n'avez pas à lui répondre. Vous n'avez pas à lui répondre une page, parce qu'il maintient le lien. Il est ravi. Il est ravi. Le personnage toxique est ravi de maintenir le lien. Donc il va faire de n'importe quel prétexte le moyen pour vous atteindre et pour vous faire du mal. Et ça ne rate pas. Ces femmes ont mal. Quand il leur dit « t'es une très mauvaise mère », rien que ça, elles sont très mal pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et elles sont là à se justifier. « Mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai bien accompli, je l'ai bien accompagné chez le médecin. » Je ne cherchez pas à comprendre. Il vous dira toujours ça. Et quoi que vous répondiez, de toute façon, il y aura autre chose. Donc, il faut leur faire comprendre que le dialogue est impossible. Ce ne sont pas des personnes qui sont à égalité dans le rapport. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, il faut arrêter. C'est un très bon conseil, effectivement, de ne pas forcément répondre aux remarques toxiques. Voilà, ce qui est le plus dur pour les gens qui font des remarques toxiques, c'est l'indifférence, en fait. C'est qu'on ne prenne pas en compte ce qu'ils ont dit. Et, voilà, et c'est vrai aussi absolument. Sur les commentaires. Enfin, je ne sais pas si tu as parfois des commentaires un peu durs. Voilà, en fait, quand tu ne réponds pas, finalement, ils arrêtent d'exister, ces commentaires. C'est vrai. Ils arrêtent d'apparaître. Alors, écoute, je voulais te poser un peu la question de savoir, toi, personnellement, comment tu te blindes par rapport à ça, par rapport aux histoires que tu vois? Comment tu arrives à faire la part des choses? Est-ce que ça t'impacte pas trop dans ton quotidien? Très probablement, ça m'a atteint. Et je ne suis pas guérie de toutes les histoires. J'y repense. Je ne dors pas toujours bien. C'est physique aussi comme métier, parce qu'il faut beaucoup se déplacer, puisque je plaide dans toute la France. Les clientes me veulent personnellement parce que
Bon, j'ai un peu de maturité, j'ai un peu d'expérience, et puis en étant pionnière un petit peu de cette problématique, elles ont peut-être confiance. Donc c'est très dur, je travaille beaucoup, parce que chaque histoire est différente, chaque femme est différente, et chaque femme est intéressante, et chaque femme se doit de m'intéresser. Et parce qu'elles me choisissent, peut-être que je veux en faire plus, je ne sais pas. En tous les cas, je ne fais pas à moitié les choses. Je veux bien les faire. Et pour bien les faire, il faut que je connaisse leur histoire par cœur. Je ne dois pas me tromper, ni du prénom des enfants, ni de ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi ça s'est passé. Pourquoi je veux m'imprégner de leur histoire très profondément, pour mieux la rapporter au juge qui m'écoute. Pour que le juge qui m'écoute n'ait pas une impression de lassitude quand il m'entend. C'est pour ça que je me veux synthétique, mais je cible exactement ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Parce que de trop en dire, finalement, il faut doser, en fait. Ça, c'est l'expérience. Il faut voir quel est le juge en face de soi. S'il est attentif à ce que tu dis, s'il prend des notes à ce que tu dis, s'il y a une lassitude en lui de t'écouter, il faut tourner, il faut virer autrement les choses. Il faut prendre un autre chemin pour l'intéresser davantage. Donc tout ça demande énormément de travail et puis de fatigue parce qu'il y a des audiences qui sont tôt le matin, il faut aller à l'autre bout de la France, la cliente est extrêmement angoissée ou le client te parle avant, t'imprègne de ses émotions, t'imprègne de ses angoisses. C'est vrai qu'il faut être solide parfois parce qu'on n'est pas à 100% toujours efficace, on n'est pas à 100% toujours en pleine forme dans notre vie personnelle. Mais, là encore, c'est un peu comme un comédien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il doit être sur scène. Et ça, j'ai cet avantage, quels que soient mes soucis, je les mets dans un tiroir. Et lorsque je suis devant le juge, il n'y a pas de souci, il y a le souci de ma cliente, uniquement. Et là, je me dois à fond. Et quelque part, ça me fait du bien, en fait. Parce que peut-être que mes soucis prennent moins d'importance. Parce que ces femmes ont été massacrées, peut-être vivent des choses beaucoup plus terribles que moi. Et voilà. Et je suis là pour les aider et je me dois de les aider et de les accompagner dans cette épreuve difficile qui est l'audience. L'audience, c'est compliqué. Donc, je me dois de les préparer aussi à l'audience. Pour ne pas qu'elles arrivent ne sachant pas où s'installer, ou à droite ou à gauche, ne sachant pas qui est quoi, où est le greffier, où est le juge. Je leur fais toujours des rendez-vous avant, au préalable, pour leur expliquer la manière dont ça va se passer. La manière dont elles doivent se comporter. Quelle posture elles doivent avoir. Quelle attitude elles doivent avoir. Ça n'est pas la peine de s'énerver. Je sais qu'elles sont très énervées sur ce qui s'est passé. Mais on peut le dire différemment. Et on sera que mieux écouté. Tu as des clientes qui parfois perdent un peu leur calme pendant... Bien sûr. Bien sûr, ce sont des femmes qui sont meurtries. Des femmes qui n'ont jamais parlé. Des femmes qui ne connaissent pas, si vous voulez, leur propre opinion. Parce qu'on leur a toujours dit, de toute façon, tout ce que tu dis, c'est nul. Donc là, elles vont prendre la parole, mais elles vont la prendre maladroitement. Et peut-être de manière un peu hystérique, parfois rapide, s'énervant, parce qu'il est là en plus. Il faut gérer. Le bourreau est là, dans la salle, ou à côté de vous, ou pas loin de vous en tous les cas. Il faut le faire. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme, ils vont la voir au bout de peut-être plusieurs années, avec tout le passif qu'il y a. S'ils ont des enfants, comment il s'est comporté pendant les droits de visite, d'hébergement, tous les reproches qui ont été faits. Donc elle a de la rancune, évidemment. La victime a de la rancune, la victime est triste parce qu'en plus... Dans ce genre de dossier conflictuel, il y a des attestations de part et d'autre qui vantent ou les qualités maternelles ou les qualités paternelles. Et elles vont voir aussi que parmi les attestations, leurs propres amis qu'elles recevaient chez elles, dans le couple, vont dire « elle est complètement folle, elle ne s'occupe pas de l'enfant ». Donc là aussi... Ça, on le découvre pendant l'audience. Voilà, on le découvre avant l'audience, parce que en droit français, il y a un respect du contradictoire. Donc, on doit communiquer à l'adversaire toutes les pièces dont on va faire état. Combien de temps avant ?
Alors, tout dépend devant les juridictions. Au pénal, alors, il vaut mieux ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours, dans les matières orales. En revanche, les matières écrites, comme le divorce contentieux, on a des calendriers qui sont établis par le juge. Par exemple, il faut conclure, donc donner ses écritures et ses pièces avant telle date. Voilà. Et là, elle découvre une autre réalité de la vie. Elle qui était, enfin en tous les cas, très amie avec certaines personnes, se retrouve à avoir des attestations complètement hypocrites, très très dures pour elle à leur égard. Enfin, il y a pire encore, hein. Il y a la meilleure amie qui est partie avec le mari dès qu'elle est partie de la maison. Donc on a tout. On a tout dans ce métier. Est-ce que tu as aussi parfois des fausses victimes, des personnes qui viennent te voir et où il ne s'est pas véritablement passé quelque chose et en fait que tu refuses de défendre parce que tu te dis ça va discréditer en fait les Bien personnes sûr. qui sont véritablement des victimes? Oui, mais avec l'expérience, je me rends compte assez vite. D'abord parce qu'il n'y a pas de preuves. Donc sans preuves, je ne prends pas. Par exemple, elles se contredisent sur certains points. On s'aperçoit que leur discours peut changer d'un moment à l'autre. Et puis surtout, pas de preuves, pas d'attestation qui confirme ce qu'elle me dit. Elle me dit, par exemple, que ma cliente leur a dit. Mais ça n'est pas valable en droit français. Une attestation qui rapporte ce que la victime a dit, ou ce que la prétendue victime a dit, n'est pas valable. Ce qu'il faut, c'est être présent. Ce qu'il faut, c'est que visuellement, on ait assisté ou à une altercation, ou à des mots grossiers, ou à des violences psychologiques, verbales, etc. Mais si on dit « ma collègue m'a dit ça », ça n'est pas suffisant. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a des difficultés. Alors après, ça n'est pas parce qu'il n'y a pas de témoins que ça n'est pas vrai. Mais je le trouve par un autre raisonnement. Par exemple, la famille qui s'est rendue compte que leur fille ou leur fils était en train de dépérir, perdait des kilos, ne téléphonait plus. À chaque fois, la personne qui devait l'accompagner ne l'accompagnait pas. Et que très vite, il lui téléphonait 50 fois pendant le repas. Ça, ce sont des violences. Et là, je me dis que c'est vrai. Voilà. Est-ce que certains dossiers, certaines histoires t'ont marqué à vie ? Le dossier qui m'a le plus marqué, ce sont les dossiers qui ont été médiatisés et puis bien d'autres qui n'ont pas été médiatisés. Celui qui m'a marqué, bien sûr, c'est l'histoire de Jacqueline Sauvage, parce que c'était quelqu'un que je respectais beaucoup, qui est plus de ce monde aujourd'hui et qui m'a marqué humainement. Parce qu'elle s'est mariée à une époque où on ne parlait pas, et elle s'est mariée très jeune, à une époque où on était mariés pour la vie, et qui a subi en silence toutes ces violences et dans l'abnégation d'elle-même, complètement, en élevant ses enfants, en essayant de parer les coups pour les enfants, en essayant de protéger les enfants du mieux qu'elle pouvait. Et elle m'a marquée à double titre, non seulement d'un point de vue humain, mais parce que j'avais beaucoup de sentiments pour elle, et au point de vue professionnel, puisqu'elle a obtenu une grâce présidentielle. Donc on n'obtient pas dans une carrière d'avocat des grâces présidentielles souvent. Tous les 4 matins. Voilà. Donc je peux aujourd'hui me dire, dans mon métier, j'ai obtenu une grâce présidentielle. Voilà. Et excuse-moi de te couper, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui étaient peut-être un peu jeunes, c'était en 2012, c'était quoi Jacqueline Sauvage, en fait, a tué son mari de 3 coups de fusil parce que celui-ci lui avait fait vivre vraiment des violences toute sa vie. Elle s'est mariée très jeune parce qu'elle attendait un enfant, donc à une époque où on se mariait quand on attendait un enfant, et très vite, il s'est montré détestable. Bon, la famille était contre ce mariage, et puis elle a insisté. Bon, elle a eu sa première fille, et cet homme, finalement, elle a été tranquille à un moment parce qu'il était chauffeur routier, il partait la semaine, il rentrait que le week-end, en fait. Toute la semaine, elle était tranquille avec ses enfants, et elle en a eu 4. Et cet homme était détestable avec tout le monde, y compris les voisins, y compris ses employés, puisqu'ils avaient fini par monter une société de transport routier.
Et elle subissait des coups, c'est-à-dire rien n'allait jamais. Elle s'habillait parce qu'il sortait avec des amis. En rentrant, elle était tapée parce qu'il ne fallait pas si bien s'habiller. C'était pour plaire aux autres si elle s'était bien habillée. Si elle n'était pas bien habillée, elle était souillon. Enfin, de toute façon, rien n'allait jamais. Il lui faisait des scènes de jalousie parce que les enfants étaient là et qu'elle adorait ses enfants. Les soirs de Noël détestables. Les enfants partaient, puisque finalement, il critiquait tout le monde. Il les traitait de tous les noms d'oiseaux, y compris les enfants et les petits-enfants. Et elle n'en pouvait plus. Donc, il y a eu comme une cocotte minute. Elle a supporté pendant des années. Et à la période où le drame s'est déroulé, c'est que c'était une période un peu particulière où tout le monde allait mal. Il avait deux de ses enfants qui étaient chauffeurs routiers. Et ils avaient décidé, tellement l'ambiance était pesante, d'arrêter de travailler dans la société familiale. Donc il avait su ça. Il considérait que Jacqueline Sauvage était responsable de quelque part de la baisse de trésorerie parce qu'ils n'avaient plus de clients, mais les clients ne venaient plus à cause de lui, parce qu'il avait un caractère absolument incroyable. Et donc tout ça ruminé depuis des semaines. Il avait tapé sur son fils, qui était un adulte, hein, et il y avait une telle chape de plomb dans cette famille que Jacqueline, ce jour-là, était mal, parce qu'il lui parlait que du boulot, il lui parlait que de ses filles, ses putains de filles, son connard de fils. Je vais tous vous tuer, je vais tous tuer les petits-enfants, et toi, bien sûr. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais tout le monde va y passer. Bon. Et elle part se coucher, elle part faire une sieste. Et puis, au bout d'un moment, il tambourine à la porte en lui criant dessus, en lui arrachant son collier. Donc, elle ouvre la porte. Elle avait fermé un verrou avec le verrou. Il ouvre la porte, il lui arrache son collier et il lui descend faire la soupe. Et il la fait dévaler dans les escaliers. Et la pauvre, elle fait comme elle peut. Elle était donc très marquée. Et lui part se servir un whisky sur la terrasse. Et là, ils étaient chasseurs, tous les deux. Donc il y avait des fusils partout, des munitions partout. Et il était sur la terrasse, il buvait son whisky, et elle lui tire dessus, de dos, parce qu'en fait, elle nous dira après, si elle l'avait regardé, elle n'aurait jamais osé le faire. Et c'était un monstre, à tel point que le jour de l'audience, enfin les jours de l'interrogatoire des voisins, certains ont dit « Enfin les arbres poussent depuis qu'il est mort. Enfin on respire. Enfin on est dans notre jardin. On n'allait plus dans notre jardin. » Ils criaient, ils nous traitaient tous de noms d'oiseaux. Quand ils ont appris, ils n'ont pas appris la nouvelle tout de suite, ils ont vu la police arriver. Parce que dès qu'elle a commis son geste, elle a tout de suite appelé. Quand ils l'ont vue arriver, ils pensaient que c'était elle qui était morte. Cette affaire a été plaidée une première fois par un autre avocat. Elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement. Et on m'a appelé sur une chaîne de télévision pour me dire, au vu du résultat, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quel est votre sentiment ? Et qu'est-ce que vous en dites de tout ça ? Et j'ai exprimé finalement mon indignation qu'une femme qui a souffert autant, sans forcément connaître le dossier, mais à travers ce qui avait été dit, ne peut pas être condamnée à 10 ans. C'est impossible. Soyons indulgents. Acceptons que même si elle n'a pas porté plainte, parce qu'on ne porte pas toujours plainte, les actes ont été commis parce qu'on a des témoins, parce qu'on a des gens qui ont parlé autour, dans l'entourage, etc. À la suite de cette apparition devant la télé, les filles ont appelé. Elle était d'accord pour qu'on puisse la défendre. Voilà les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Devant la cour d'appel, on n'a pas été beaucoup aidés, puisque l'affaire a été reprise vraiment depuis le début, à zéro. Les voisins ont dit vraiment ce qu'ils avaient à dire. Les femmes, les voisines qui disaient qu'elle était mutique, qu'elle était obscure, qu'elle ne parlait jamais, qu'elle était silencieuse et qu'elle n'était pas gaie, ont mieux compris pourquoi. Et certaines ont dit « Aujourd'hui, je comprends mieux ce qui s'était passé. » Parce qu'à l'époque,
je ne la comprenais pas. Ce silence, je ne la comprenais pas. Et aujourd'hui, moi-même qui ai vécu des violences, je me rends compte que c'est possible. Sa belle-fille a parlé, qu'elle aussi avait vécu des violences avec son fils. Et a dit, je l'ai vu avec des hématomes, je l'ai vu dormir dans le jardin, dans la niche du chien, je l'ai vu. Tout ça a été dit. Apparemment, ça n'a pas suffi, puisque elle a été condamnée à nouveau à 10 ans. Les juges, c'est des hommes souvent Alors, c'est des femmes, ça ne veut rien dire. Ce ne sont pas parce que ce sont des femmes qu'elles comprennent mieux la problématique. Parce que tout ça manque de formation. En fait, je crois que on dit beaucoup qu'aujourd'hui, les juges, il faut qu'ils se forment. Donc, ça a quand même de l'importance. Mais est-ce qu'ils sont tous formés ? Comment sont-ils formés ? On n'arrête pas de dire à ces femmes, y compris Jacqueline Sauvage, alors qu'on aurait pu comprendre ce qui s'était passé, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé déposer plainte ? C'est impossible. Ils ne vous suivaient pas toute la journée. Donc c'est insensé déjà de poser cette question. Parce que porter plainte, non seulement c'est difficile, et après le dépôt de plainte, qu'est-ce qu'on fait ? Cet homme, on ne va pas le mettre tout de suite en prison, surtout pas. On va lui faire une garde à vue, et après on va le ramener chez lui. Il va repartir chez lui. Et que va-t-il se passer chez lui ? Avec ces hommes aussi puissants, aussi toxiques, aussi autoritaires, aussi odieux dans la parole, dans les gestes, dans l'attitude. Ça va recommencer. Et là, il ne faut rien qu'elle dise. Alors, Jacqueline Sauvage avait essayé de partir 1 ou 2 fois ou plus. Elle se réfugiait chez une de ses filles ou chez une autre, puisqu'elle en avait 3. Il revenait. Il revenait avec le fusil. Donc, soit tu sors, soit tu rentres, soit je tue tout le monde là. Et il avait un tel accent de vérité dans ce qu'il disait que personne ne se conformait à ce qu'il voulait, à part Jacqueline qui partait, c'est tout. Personne ne s'est opposé à lui, personne n'a dit « Attends papa, tu exagères, ça suffit, j'appelle les flics ». Non, c'était impossible devant une telle personnalité. C'est comme un monstre, en fait, qui sort tous ces griffes, toutes ces possibilités de méchanceté qui font que vous pensez que vous allez mourir. Et Jacqueline, quand elle l'a tué, elle s'est dit « je vais mourir ». C'était tellement pesant, ce climat, qu'elle apprendra quand elle est arrêtée. Elle part à l'hôpital quand elle est arrêtée, parce qu'elle était blessée. Sinon, on n'emmène pas à l'hôpital. Donc, là encore, les juges n'ont rien à dire sur ce point, puisqu'ils ont dit oui, elle n'était pas si blessée que ça. Ben si. Et elle part à l'hôpital, et le médecin, donc qui la reçoit, lui apprend que son fils s'est suicidé. Et si les dates sont pas encore définies, on apprendra que son fils s'est suicidé la veille. Ce qui prouve une fois encore comment il avait mis à bout cette famille, comment il était terrifiant. Je pensais que tout ça allait suffire pour qu'on soit un peu plus indulgent. Pas du tout. L'avocat général a estimé que c'était très bien de lui mettre 10 ans et puis qu'elle allait sortir bientôt. Il a fait des calculs savants que lui seul a fait, alors qu'on les fait quand on est en prison et quand on sait quand on sort, combien de mois on a de remise de peine, etc. Lui, il a dit, de toute façon, dans 4 ans, même pas, dans 2 ans, elle est sortie, même pas, 1 an et demi, etc. Donc les jurys, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, bon, ok, ça va, elle a tué un homme, voilà. Elle a déjà fait 1 an ou 2 ans, on remet 1 an et demi. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc tout le monde a été indigné, tout le monde s'est acharné sur ce dossier, à commencer par les acteurs, les comédiens, tout le monde a signé des pétitions, des féministes, et ça a été médiatisé de plus en plus. Et heureusement, parce que grâce à cette médiatisation, on a compris ce que c'était être violenté, on a compris ce que c'était vivre sous le joug de son mari, on a compris ce que c'était ne pas avoir osé porter plainte. Et tout ça a été mis en exergue, mais la sanction, le verdict avait déjà été prononcé. Donc que restait-il ?
pour Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage était déjà extrêmement affaiblie par tout ce tapage qui lui a été reproché. La médiatisation lui a été reprochée alors qu'elle y était pour rien. Quand on a fait d'autres demandes par la suite, puisque François Hollande, ému par cette affaire, nous reçoit, on lui explique l'affaire, reçoit les filles de Jacqueline, puisque le fils n'était plus là, et ordonne une grâce partielle. Pourquoi partielle ? Ça voulait dire, j'ordonne la grâce partielle, ce qui permet à Jacqueline de faire sauter le verrou, comme elle a eu 10 ans, avant 5 ans, elle ne pouvait pas demander sa demande de mise en liberté conditionnelle. Il fallait attendre 5 ans d'emprisonnement. Là, il fait sauter ce verrou. Donc tout de suite, on peut demander la demande de mise en liberté. On s'adresse à un juge. Le juge dit non, pas question. Premier bras de fer. Pas question, pourquoi ? Parce qu'elle ne se rend pas compte de son acte. Et puis toute cette médiatisation, finalement, c'est pas normal, alors qu'elle n'y est pour rien. Elle ne se rend pas compte de son acte. Oui, elle se rend compte de son acte, mais elle ne sait pas l'exprimer. Elle ne sait peut-être pas répondre à vos questions comme il faudrait, parce qu'elle n'a jamais parlé, parce qu'elle a toujours parlé, mais c'était l'autre qui parlait derrière. Donc elle ne sait pas s'exprimer, alors qu'elle a un grand cœur. Et rejetée. Demande de mise en liberté rejetée. Appel de la demande de mise en liberté. Rejetée également. Et là, François Hollande se dit, il y a un problème. On a un affrontement entre l'exécutif et le judiciaire. Et le quatrième pouvoir médiatique. C'est Je trouve ça. que c'est ça qui est marrant, C'est ça. qui est fort dans cette affaire. C'est Voilà. rassurant quelque part. C'est On ça. voit qu'il y a une séparation des pouvoirs. Quand même. Complètement. Et le peuple, les citoyens français, sont dans la rue. Pas seulement français d'ailleurs. Hein. Il y a eu cette affaire a fait le tour du monde. Hein. Dans le New York Times, partout. Herald Tribune, partout. Et là, il se dit, là, c'est pas possible. On se fiche de moi. On veut me montrer que j'ai pas mon mot à dire. Donc, j'ai qu'une chose à faire, la grâce totale. Et alors, attendez, parce que quand on plaidait sa mise en liberté, on disait même, elle aura un médecin 2 fois par semaine, un psy 2 fois par semaine. On est prête à ce qu'elle ait un bracelet électronique. Bien évidemment, parce qu'on lui a reproché, on a dit surtout qu'elle n'écrive pas un bouquin. Bien évidemment, on s'engage à ce qu'elle n'écrive pas un livre. Enfin, on s'engageait à tout. Et à partir du moment où il prononce la grâce totale, il n'y a plus d'engagement. Sa peine, elle est là. Elle existe toujours. Mais elle ne fait plus un jour de prison. Elle n'a plus aucune obligation. Elle n'a pas de bracelet électronique. Elle n'a rien. Elle n'a pas de contrôle judiciaire. Elle n'a pas l'obligation d'aller voir un psy. Tout d'un coup, tout s'arrête. Voilà cette affaire, pourquoi elle est si marquante. Parce que enfin, quelqu'un a dit au juge, ça suffit. Ça suffit. Ce que j'ai entendu me suffit, moi. Vous, ça vous suffit pas. Et moi, je parle avec le cœur. Et voilà l'affaire de Jacqueline Sauvage, pourquoi elle est si marquante. Après, il y en aura bien d'autres derrière. Et une qui a été marquante, puisque l'affaire Jacqueline Sauvage, finalement, elle a mûri chez beaucoup de monde, et peut-être aussi chez les juges. Et notamment, la dernière affaire marquante, c'est celle de Valérie Bacot, une femme qui a une histoire un peu compliquée, qui a épousé son beau-père. Son beau-père l'a violée quand elle avait 9-10 ans. Ça n'a pas été reconnu en viol. Il y a eu un signalement des services sociaux. On a estimé qu'il y avait une agression sexuelle. Ce monsieur est parti en détention pendant 3 ou 4 ans, où la petite allait le voir. La mère de la petite obligée à ce que la petite aille le voir. Valérie. Et lorsqu'il est sorti, la mère l'a accueilli, les bras grands ouverts. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a recommencé à abuser de cette petite, qui un jour a eu 17 ans, qui un jour est tombée enceinte de lui, et qui un jour est partie du foyer conjugal. Et elle a eu 4 enfants avec cet homme. Donc la mère était complice. On peut estimer qu'elle était complice. Elle voulait à tout prix garder son mec, quoi, manifestement. Donc cette affaire a fait un grand bruit, puisque elle a été incarcérée, on l'a faite
finalement sortir libre. Et quand elle est arrivée, c'était pas gagné non plus. C'était pas gagné. On lui a reproché de ne pas avoir porté plainte, on lui a reproché beaucoup de choses, etc. C'était pas forcément un dossier plus facile, puisque cette femme avait tué son mari avec l'aide de ses enfants mineurs, jeunes adultes, mais mineurs encore. Il y avait une confusion des gens parce qu'elle avait comme amant l'ancien petit copain de sa fille. Enfin, tout était mélangé. Le générationnel était complètement brouillé pour elle. Elle n'avait pas de filtre. Elle a tué son mari. Elle est allée porter plainte à la gendarmerie en disant qu'il avait disparu, qu'il était probablement parti au Canada pendant 1 an. Donc, on arrivait avec un dossier qui n'était pas forcément simple. C'est vrai qu'il avait abusé d'elle. C'est vrai que ça n'avait pas un homme à qui il fallait mettre une médaille. C'est une évidence. Mais elle avait ôté la vie. Et cette femme, là encore, ça a été médiatisé. Et là encore, l'avocat général, qui était extrêmement réticent au départ, qui était plus qu'odieux avec elle, parce qu'il y a un comportement à avoir qu'elle n'a pas forcément eu. C'est très difficile d'être devant la cour d'assises. Très difficile. On ne sait pas, là encore, si elle dit les bonnes réponses. Donc parfois, elle se trompait en se disant « Est-ce que c'est ça qu'il faut que je dise ou pas ?» Non, ce qu'il fallait qu'elle dise, c'est elle, sa vérité à elle. Mais ça, c'est difficile quand on a toujours été sous le joug de quelqu'un qui a pensé pour vous. C'est difficile, d'après, d'avoir sa propre opinion et sa liberté. Donc ça s'était très mal enclenché. Et elle est sortie libre de la cour d'assises avec... elle avait fait 1 an d'emprisonnement. Et elle a pris 3 années d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Donc le reste était avec sursis. Donc elle est partie libre, avec ses enfants qui l'entouraient. Et ça a été aussi une grande victoire. Alors, ça chemine tout ça dans l'esprit des gens, dans l'esprit déjà du citoyen, qui doit alerter quand il entend les choses, qui a un devoir de téléphoner, ou à un service social, ou à des policiers, ou à des gendarmes. On téléphone à qui si on voit un problème ? Il faut téléphoner à qui si on est témoin déjà, si elle-même, il y a le 3919, il y a bien sûr le 17, il y a les gendarmes, etc. Bon, après, c'est toujours délicat, parce que là encore, ils vont arriver chez vous, vous dire qu'est-ce qui se passe. Elle a tellement peur qu'elle veut dire rien. Rien, je me suis cognée à la cuisine. C'est le grand truc, ça. À un placard de cuisine. C'est très compliqué. Donc, elle le tue, elle l'enterre. Et elle sort, sans menottes, sans bracelet, sans rien. Avec simplement l'obligation d'avoir un suivi psychologique, ce qui me paraît la moindre des choses. Donc, tout ça, petit à petit, les cailloux se sèment, et finalement, au bout, on trouve le chemin quand même. En tout cas, on ne perd pas le chemin de ce combat. Ce combat pour faire comprendre que toutes les femmes ne sont pas des criminels parce qu'elles sont des criminels. Elles sont des criminels parce qu'elles se défendent d'une situation complètement toxique, complètement figée, et qui ne pourra pas finalement finir autrement parce qu'elles sont dans une toile d'araignée. Elles peuvent pas partir de cette toile. Il faut un événement extrêmement dur. En tous les cas, j'espère que tout le monde ne pense pas qu'il faut arriver à ce geste pour être comprise. C'est pour ça qu'il faut partir avant, pour ne pas en arriver là. Parce que j'ai eu des tas de clientes qui, malheureusement, ont fini incarcérées. Pas comme ces 2 femmes qui ont eu de la chance, ces 3 ou 4 femmes qui sont sorties, mais d'autres ont été condamnées, alors qu'elles avaient juste pris le couteau pour dire « Attention, tu t'approches de moi, je te plante ». Ben, ils se sont approchés, ils sont morts. Donc, ne pas en arriver jusque-là. Ce serait le conseil que je donnerais, et se faire entourer dès le départ, dès qu'on a le sentiment que la situation est pas normale.
Comment tu as vécu cette surexposition médiatique? Voilà, je pense notamment à l'affaire de Jacqueline Sauvage. Le président de la République s'en est mêlé, tous les médias français se sont emparés de l'affaire, les médias internationaux se sont emparés de l'affaire. Est-ce que toi, ça te fait changer de dimension? Est-ce que ça te donne une responsabilité vis-à-vis des femmes? Enfin voilà, comment tu as endossé ce nouveau rôle hyper médiatisé? Alors, personnellement, comme je suis très discrète et pas forcément sûre de moi, j'aime pas. J'aime pas m'exposer. Ça, c'est le côté que j'aime pas. En même temps, le bon côté, c'est que j'explose dans ma tête pour continuer. Ça, c'est clair. Là, je me dis, non, là, vous n'allez pas m'avoir. Si j'ai envie de vous dire quelque chose, vous, madame le juge, monsieur le juge, vous allez m'écouter. Vous allez prendre le temps. Je suis désolée, c'est important. Ça m'a donné de la force. Mais de là à ce que je me sente plus importante et tout, non. Parce que c'est pas mon mode de fonctionnement. Au contraire, je suis tout le temps en train de dire « Oh, mais c'est rien, c'est mon boulot, point barre. » Voilà. Donc, je me rends pas compte par rapport à ce que les gens me disent. Parfois, j'ai des consoeurs... Alors, des consoeurs qui sont bienveillantes, quand je vais surtout en province, d'ailleurs, plus qu'à Paris, en province, qui me disent « Oh là là, mais vous êtes un modèle, etc. J'ai envie de faire la même chose. » Et effectivement, il y a beaucoup de femmes avocates ou même d'hommes qui se spécialisent dans les violences parce que ça a démarré quelque chose. Et tant mieux. Donc, j'ai des stagiaires ou des collaboratrices, c'est vrai, qui avaient très envie de travailler avec moi. Voilà. Donc ça, c'est le côté positif. Je me dis, voilà, au moins, ma vie a un sens. J'ouvre les yeux à des futurs consoeurs ou à des consoeurs, des jeunes consoeurs, des moins jeunes aussi, qui ont envie de faire ça parce qu'elles ont vu qu'en se battant, on peut gagner. Mais en dehors de ça, moi, personnellement, ça n'a pas changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que mes clientes sont reconnaissantes, plus par rapport à mes clientes, pour certaines. Après, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Il y a eu des hostilités de la part de confrères, de consoeurs, mais ça, c'est toujours le cas quand on a un petit peu de lumière par les médias, etc. Donc, je ne sais pas comment le définir tout ça, en disant que le moyen de défense n'était pas bon, mais oui. Mais tout ça, on le sait qu'il n'était pas bon, le moyen de défense, sur les conditions de légitime défense, bien évidemment. Toutes les femmes n'ont pas bénéficié de la légitime défense, mais on veut dire par là qu'au Canada, on est allé plus loin. Et pourquoi nous, on n'irait pas plus loin? La preuve en est, c'est qu'en expliquant de cette manière, en expliquant les problèmes psychologiques que rencontrent ces femmes, leur stress post-traumatique, le syndrome de femme battue, ces femmes qui n'agissent pas de la même manière, qui ne peuvent pas penser de la même manière à partir du moment où elles sont battues, où elles sont humiliées pendant des années, ça, ce sont les préceptes qu'on adopte au Canada. Et on a envie de les mettre en avant, même en France. Et quelque part, même si on ne nous comprend pas d'un point de vue juridique, on nous comprend d'un point de vue psychologique maintenant. Et ça, je dis bravo. Et pour l'affaire Jacqueline Sauvage, les experts psychologiques et psychiatriques n'ont pas daigné venir à l'audience. Alors que les notions étaient très importantes à comprendre. Le fait d'interroger un psychiatre et ne pas le dire nous, ça aurait été mieux compris par un juré. Par les jurés, pardon. Donc, on avance avec les nouvelles notions qu'on a mises et petit à petit, aujourd'hui, on parle de contrôle coercitif, on parle d'avancées de notions qui n'étaient pas connues quand j'ai débuté, effectivement, dans ce domaine. Pas du tout. Ben voilà, donc je me dis, tout ça sert à quelque chose. Les combats servent tous. Il faut savoir que dans un combat, on est beaucoup critiqué. Savoir qu'on est diabolisé même. Peut-être qu'à un autre siècle, on aurait été sur un bûcher, hein, qui sait. Mais c'est pas grave, il faut croire en soi, il faut croire à ce que l'on porte comme idée, comme combat, et surtout ce que l'on porte pour les autres. Et penser que ces femmes ne peuvent pas dire avec la même peut-être virulence, la même âpreté, la même lucidité que moi je peux le dire. Donc je me dois de le dire pour elles. Alors du coup, maintenant, Janine, ton cabinet a évolué. Tu ne proposes pas seulement à tes clientes un accompagnement légal, juridique, mais aussi un accompagnement humain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place pour tes clientes? Je me rendais compte que le côté juridique est insuffisant.
Il faut aller plus loin dans ce type de problématique. Accompagner une cliente, c'est-à-dire c'est du début à la fin. Quand elle vient, ses hésitations, qu'il faut que je comprenne, ne pas forcément lancer la procédure immédiatement parce qu'elle n'est pas prête, respecter ce temps de silence, ce temps d'attente, ce temps de décision. Pour cela, je suis à l'écoute, il y a des difficultés, elle reçoit trop de SMS, elle peut me le dire, comment se comporter, est-ce que je peux porter plainte ou pas, dans quelles circonstances, comment préparer la plainte que je veux aller livrer au commissariat ou à la gendarmerie, parce que là aussi, il ne faut pas y aller simplement les mains dans les poches, hein. Il faut quand même penser à ce qu'on va dire, et tout dire surtout. Puisque très souvent, les femmes arrivaient en me disant, voilà la plainte que j'ai déposée. Mais je dis, madame, elle est très bien cette plainte, mais vous dites le quart de ce qu'il fallait dire, puisque vous m'avez raconté beaucoup de choses qui ne sont pas dans la plainte. Ah, j'ai oublié, j'étais émue, j'étais pas bien, etc. Donc, le cabinet accompagne ses clientes pour déposer plainte. Ce qui permet non pas de parler à leur place, mais déjà en amont de savoir ce qu'elles vont dire. Elles sont au moins préparées à ce qu'elles vont dire. Et comment le dire. Et surtout, l'avocate qui va accompagner cette cliente pourra parler, non pas pendant le temps qui est destiné à la plainte, mais après la plainte, le brigadier ou la personne qui nous reçoit va dire « Est-ce que, maître, vous avez des questions, des points à soulever ?» Et si elle a oublié quelque chose de très important, par exemple un viol commis un soir d'ivresse, je veux dire, madame a oublié de vous parler d'une nuit, par exemple du 31 décembre, ou madame, j'entends votre avocat, vous avez des choses à dire là-dessus, et la cliente peut rebondir. Ce qui n'était pas possible avant, puisque l'avocat ne l'accompagnait pas. Et aujourd'hui, moi je tiens, alors souvent elles ont déjà déposé plainte, mais si jamais elles n'ont pas tout dit, elles peuvent faire une plainte complémentaire. Donc ça, c'est le premier point. À tous les stades, elles doivent recevoir un accompagnement, aidé par un thérapeute, si possible, pour identifier ce qu'elles vivent, pour identifier ce qu'elles ne m'ont pas dit et qu'elles pourront me dire. Ensuite, comment attaquer la procédure, de quelle manière ? Parce qu'avant tout, c'est pas me faire plaisir moi qu'il faut. C'est elles ce qu'elles veulent. C'est s'écouter en permanence. La situation idéale pour vous, madame, c'est quoi ? Est-ce que c'est vivre encore au domicile conjugal ou pas ? Est-ce que c'est avoir vos enfants à plein temps ou pas ? Vous réfléchissez, on en discute ensemble et ensuite on lance la procédure. Donc on ne fait pas de l'à peu près, on fait vraiment du sur-mesure. Et pendant l'accompagnement, aller devant un tribunal, c'est douloureux pour une cliente. On ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas où s'installer, on ne sait pas quoi répondre, etc. Donc je peux faire des mises en situation, car je suis coach, dire comment ça se passe, un tribunal, je fais des schémas, comment on vit dans ce tribunal, où allez-vous être mise, à quelle place vous allez être intégré, dans quelle mesure, monsieur, vous n'allez pas le regarder, le bourreau, vous allez éviter le regard. Donc il y a toutes des techniques pour les rassurer. Et à partir du moment où elles arrivent, non pas confiantes, en tous les cas confiantes de la défense, j'espère, mais non pas forcément confiantes de la disposition du juge, etc., mais au moins un peu rassurées. Elles ne vont pas dans l'inconnu. Elles vont savoir à quoi elles doivent s'attendre. Donc là, je les prépare aussi. Pendant la procédure, elles ont parfois la parole, parfois pas. Donc il ne faut pas qu'elles s'en inquiètent. Et quand elles ont la parole, eh bien, utiliser ce temps de parole, qui ne dure pas longtemps, pour dire l'essentiel. Et non pas se perdre, donc, lorsqu'il m'a emmené en voyage à telle date, etc. Il m'a fait voyager en seconde et lui, il était en première. Non, on s'en fiche de ça. Okay ? Ce qu'il faut, c'est aller droit au but. Ce que vous voulez vous dire. Et on va le dire. On va essayer de décomposer ce que vous voulez dire. Et ce qui est le plus important à dire. Voilà. Et après l'audience, il y aura un jugement. Et il y aura une sanction, ou pour lui, ou il n'y en aura pas. Comment réagir à ça ? Est-ce qu'on fait appel ? Est-ce qu'on ne fait pas appel ? Pourquoi on n'a pas donné raison au dire de la cliente et lui fait comprendre pourquoi ? Parce que là, il n'y avait pas assez d'éléments à ce niveau-là, ou pas assez à cela. On avait creusé, mais quand on va faire appel, il va falloir quand même travailler là-dessus. Donc tout ça, c'est l'accompagnement qui a une importance colossale. Et j'ai eu cette idée
de faire cette école de coaching, qui pour moi m'a donné un complément formidable. En fait, chez moi, au cabinet, il y a beaucoup de livres de psychologie. Beaucoup. Parce qu'en fait, dans ce que je fais, c'est la psychologie qui va m'aider à comprendre. Je me suis inscrite à des cours de psychanalyse. En fait, je ne lâche pas parce que l'être humain est rempli de contradictions, pas forcément toujours de sagesse, mais aussi de résilience. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'elle fasse un nouveau chemin, et certaines y arrivent par leur reconstruction. Et très bizarrement, ces femmes qui n'avaient pas de métier finissent par avoir un métier à partir du moment où elles se séparent. Alors, soit dans le bâtiment, pour la rénovation de maisons, soit elles font des prothèses, elles fabriquent des prothèses. C'est assez étonnant. Soit elles réparent des meubles. Et il y a beaucoup de femmes, où elles font des études d'infirmière, beaucoup de femmes dans l'aide, dans la reconstruction, ce qui va leur permettre, elles, de se reconstruire. Ce qui est d'ailleurs similaire aussi avec ce que tu as fait. Toi, tu as vécu pas mal d'injustices, de violences, et tu as préféré pas les corriger sur toi, mais en fait aider d'autres personnes. Quoi. Tout à fait. Et ça les corrige indirectement sur moi. Tout à fait. Est-ce que, dans l'ensemble de ta carrière, tu as appris quelque chose sur l'être humain, positif ou négatif? Est-ce que J'ai appris sur l'être humain qu'il y a les deux versants, que certains ne changeront jamais, parce qu'ils sont nés comme ça, comme on est brun ou roux. Ça fait partie d'une pathologie par leur enfance, par leur traumatisme, etc. Donc il ne faut pas essayer de les changer. Mais en revanche, ce qui est possible, c'est d'en changer certains. Et parmi mes victimes, j'ai remarqué que l'autre ne pourra pas être changé. Donc elle, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change et se refaire confiance avant tout, pour pouvoir refaire confiance à l'autre avec une autre vue de l'autre. Se faire confiance, avoir de l'estime de soi, ça permet de reconsidérer ce que l'on veut dans la vie et l'avenir que l'on veut surtout. Et surtout, si ça les a fait beaucoup souffrir, essayer de retrouver la sérénité, donc peut-être d'autres personnalités dans les rencontres. Et que quelqu'un qui ne leur plaisait pas avant, finalement, va finir par leur plaire, parce que c'était vraiment lui qui avait les valeurs qui sont identiques aux siennes. Comment tu vois les personnes qui ne vont pas changer? C'est-à-dire, je pense qu'on essaye tous on a plein de défauts, on essaie tous d'être un petit peu meilleurs tous les jours. Comment tu arrives à distinguer ceux qui n'arriveront pas à changer? Alors, ça dépend à quel niveau. Ceux dont je parle, c'est ces hommes qui piétinent tout ce qui passe sur leur passage, y compris leurs enfants, leurs femmes, qui les torturent mentalement, qui les torturent physiquement. Il faudra une grande thérapie, une grande analyse. Mais souvent, ils ne sont pas prêts à le faire. Parce qu'ils considèrent que tous les psys, finalement, sont des nuls. Les psychiatres, n'en parlons pas. Et ils ne sont pas prêts à faire ce chemin. En fait, c'est si lui ou elle est prête à faire ce chemin, c'est quelque chose de très intuitif personné. Donc, si eux sont prêts, ils vont y arriver. Mais personne ne pourra les transformer. Personne ne pourra le faire à leur place. Alors sur ce podcast Métier de rêve, on essaie d'aider les gens à accéder à leurs ambitions et aussi redéfinir qu'est-ce que c'est que le succès. J'aimerais bien savoir, après tout ce que tu nous as raconté, quelle est ta définition à toi du succès? C'est un vaste sujet, tout dépend des personnes. Qu'est-ce que le succès pour l'un et qu'est-ce que le succès pour l'autre? Moi, je suis en paix avec moi depuis que je m'occupe de ce domaine du droit, c'est-à-dire de m'occuper de tous ces gens qui sont pas droits, qui sont les femmes qui sont bancales. Je veux les redresser. En fait, pour moi, c'est un succès quand j'y arrive. Quand elles m'envoient un faire-part en disant « j'ai retrouvé l'homme de ma vie » ou « j'ai trouvé l'homme de ma vie », je me marie, je suis enceinte. Pour moi, c'est un grand succès. Donc le succès professionnel, il compte dans la reconnaissance qu'ont les juges dans ce que je fais, dans mon travail. Certains juges m'ont appelé parce qu'ils avaient une affaire similaire devant la cour d'assises en me demandant effectivement de quelle manière ils pouvaient aborder telle et telle chose. Ça a été une reconnaissance infinie. La reconnaissance de mes pairs aussi, ce qui n'est pas certain, parce que quand on a
un peu de notoriété, c'est pas forcément accepté. Il y a aussi de la jalousie, mais tout ça, je crois qu'il faut balayer tout ça devant sa porte. Ce qui est essentiel, c'est ce que moi j'ai voulu depuis le début, accompagner par la main, tenir par la main toute la durée de la procédure, et après aussi, pour savoir quelles sont les réactions par rapport aux gardes d'enfants, par rapport aux droits de visite, etc. Donc je les accompagne. Une fois que j'ai accompli finalement ce chemin qui peut être long, je suis satisfaite, c'est mon succès à moi. Le succès, c'est pas rouler dans une Bentley pour moi. Le succès, c'est pas forcément avoir des millions. Le succès, c'est le sens que tu as donné à ta vie. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Et je suis plus heureuse d'avoir permis à des enfants d'échapper à ce tortionnaire, à des femmes d'échapper aussi à ce monstre. Et c'est ça mon succès. Enfin, ces femmes, on les voit dans la rue, on ne sait pas toujours tout ce qu'elles ont vécu, et c'est là que je me dis, au moins, ma vie va servir, tant que je ferai ce métier, à aider, à protéger, et surtout à faire grandir les femmes qui, à leur tour, pourront aider d'autres femmes. Alors, Jeannine, je suis certain, avec tout ce que tu as dit, que tu as suscité parmi celles et ceux qui nous écoutent des vocations. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, de conseiller à la Jeannine qui a peut-être 20 ans de moins, qui commence sa carrière et qui a envie un peu d'avoir le même parcours que toi? Je dirais à ces jeunes femmes, d'abord qu'on a besoin d'elles, et que si elles sont inspirées par le métier vu d'un autre angle, pas seulement affairiste, mais aussi humaniste, de croire vraiment à ce qu'elles pensent. Et j'ai beaucoup de jeunes femmes qui m'écrivent, beaucoup de jeunes femmes qui veulent travailler avec moi. Il n'y a pas d'hommes? Si, je vais avoir un stagiaire qui va démarrer son stage dans mon cabinet pendant 3 mois, qui est très inspiré par cette problématique, qui a fait des mémoires là-dessus. Et moi, je serai toujours à leur écoute s'ils ont besoin de moi. Moi, je conseillerais d'écouter sa voix intérieure. Même si ce sont des choses qui, à l'époque, ne correspondaient pas du tout à la mode. Actuellement, tout le monde comprend les violences. Mais quand le cabinet a été créé, on n'en parlait pas. Tout le monde se moquait de ça, en disant c'est impossible. Il n'y a pas de personnes qui vont venir. Aucune ne va aimer se confier. Mais oui. Donc, si elles croient à leur conviction, elles écoutent leur voix intérieure. Elles y arriveront. Moi, je dis qu'on arrive toujours. Il faut se faire confiance. Même quand on a des hostilités, même quand on a des parasites autour de nous. Et Dieu sait si j'en ai eu. C'est difficile d'arriver dans une audience. Difficile de voir des journalistes qui vous critiquent. Difficile de voir des papiers qui vous critiquent. Mais je crois qu'il ne faut pas faire attention. L'essentiel, c'est que la personne que vous accompagnez, à un certain moment, vous croit. Et trouve, grâce à vous, la force d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut aussi avoir la force. Et la force, il faut leur donner. Donc si toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes aussi hommes qui veulent être avocats et qui veulent se spécialiser dans la violence, il faut vraiment être convaincu de ce que l'on va faire. Et à partir de là, vous y arriverez. C'est ça qui t'a permis de garder le cap quand les gens te critiquaient, quand c'était dur, c'est ça. Alors, il y a eu des moments de découragement, mais jamais au point d'arrêter. Des moments de découragement, et puis il faut se blinder par rapport aux critiques. Il vaut mieux pas trop regarder, quelquefois. Et puis les choses s'apaisent. Et puis un jour, on vous invite pour des colloques. Un jour, on vous écoute. Et un jour, une juge vous appelle. Parce qu'elle a des assises 2 jours après et elle veut savoir ce que vous en pensez de ce cas. Vous avez un confrère qui vous appelle pour son cas personnel. Vous avez un psy qui vous appelle pour son cas personnel. Et là, même un magistrat. Et là, vous grandissez. Et là, vous vous dites, eh bien, tout ce chemin, je ne l'ai pas fait pour rien. Parce qu'aujourd'hui, je ne plais pas forcément à tout le monde, mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas le sens c'est pas la quête de ma carrière. La quête, c'est de donner un sens à sa vie. Et aujourd'hui, j'ai un sens. Je sais pourquoi je me lève le matin.
parce que quelqu'un m'attend à Amiens, parce que quelqu'un m'attend à Caen, et parce que quelqu'un me veut, et parce que quelqu'un a confiance en moi, et que sans moi, il est bancal et que je vais le redresser. Écoute, Janine, merci beaucoup pour ce témoignage. J'étais vraiment ravi de l'écouter. Merci à toi de m'avoir fait confiance et de m'inviter. Alors, j'en profite pour remercier au passage la personne qui s'occupe de la programmation chez nous et l'autrice qui ont préparé une super interview. Et non, vraiment, j'ai appris des choses. C'est des sujets dont on parle peu, en tout cas. Et aussi pour un homme, parfois, c'est pas facile de se positionner là-dessus. Donc, je suis ravi qu'on ait pu avoir cet échange. Et voilà. Et merci beaucoup à ceux qui écoutent encore. Un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais connecté, je pense, au succès, à l'impact et à toutes ces choses-là. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide énormément.